Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On associe généralement, du moins assez souvent, l'idée de libération intérieure à des images. L'image du vénérable sage avec une grosse barbe ou avec le crâne rasé selon les cultures. En fait, ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est que ce qui se rapproche le plus, à mon sens, de quelqu'un qui n'est pas encombré par son ego, puisqu'il s'agit de ça avec la libération intérieure, eh bien c'est le petit enfant. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde ni d'aller au Japon. Le sage, même si j'aime pas trop ce mot, ou le libéré, peu importe le terme, il est là, devant nos yeux, tous les jours, le petit enfant. Donc je vais tâcher d'expliquer dans cette vidéo ce qui me permet de dire ça, et surtout, dans un deuxième temps, d'indiquer qu'il est possible de retrouver, en partie du moins, ce que j'appellerais cette pureté originelle. Voilà donc ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. En fait, si le petit enfant, on va le voir, présente beaucoup de caractéristiques qu'on associe généralement à l'éveil, à la libération intérieure, c'est que tout simplement, je parle bien du petit enfant, avant que l'ego prenne sa place, soit développé avec l'aide de l'entourage d'ailleurs, la famille, etc. Le petit enfant, le tout petit, il n'a pas besoin de se libérer. L'ego ne dit pas qu'il n'est totalement absent, mais il est beaucoup moins présent que par la suite, que chez l'adulte. Donc, il n'a pas cette libération intérieure, entre guillemets, elle n'est pas le fruit de pratiques, de travail sur soi, etc. Elle est là. C'est sans doute notre nature première. Voilà. Donc, pas très étonnant qu'il présente nombre de caractéristiques qu'on associe généralement à la libération intérieure. Donc, si vous voulez bien, je vais faire une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais enfin de certaines de ces caractéristiques principales. Ce que je mettrai en numéro 1, c'est la spontanéité. En général, c'est pas ça qu'on met en numéro 1, on met le calme, la sérénité, mais je mettrai la spontanéité. Parce que justement, c'est la vie. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc à laquelle je vous renvoie, sur la valeur de la spontanéité. Pour moi, quelqu'un qui se prétend éveillé et qui n'a pas cette spontanéité, il n'est pas éveillé. Il a pu, par des pratiques, acquérir une sérénité, une certaine sérénité, etc. Mais la spontanéité, ça ne s'acquiert pas, justement. C'est un test là qui est infaillible. En deuxième, je mettrai la joie de vivre. La joie, alors on emploie des grands mots, la joie sans objet, c'est-à-dire qui n'est pas dépendante de satisfaction, de choses qui nous font plaisir, etc. La joie, au départ. Et l'enfant, il a cette joie. Il a la joie au départ et l'énergie qui va avec, l'enthousiasme. Voilà. En troisième, je mettrai ce qu'on appelle, dans les traités justement sur la libération intérieure, etc., l'équanimité. C'est-à-dire l'équanimité, c'est cette capacité à ne pas être trop ébranlé par les événements extérieurs. L'enfant, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Quand il y a un deuil, quand il y a un tremblement de terre, etc., etc., souvent on est surpris de voir qu'il a beaucoup plus d'assises que l'adulte, que les adultes qui sont autour. Ensuite, je mettrai ce qu'on appelle la non-dualité, toujours dans les traités sur la libération intérieure, les pratiques, etc. Non-dualité, c'est-à-dire pas de séparation entre soi-même et le monde, soi-même et les autres, etc. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais chez les petits-enfants, ce qui est remarquable, c'est justement, ils croisent un autre enfant sur le trottoir, ils se connaissent immédiatement. Alors que l'adulte, il y a des barrières entre l'adulte et l'autre adulte, et même entre l'adulte et l'enfant. Même chose avec les animaux. Les animaux ne s'y trompent pas d'ailleurs. Un petit peut faire n'importe quoi, presque un chien. Il n'en accepterait pas le quart de la part d'un adulte.
Ensuite, je dirais la présence. Alors là encore, il y a des grands mots, méditation de pleine conscience, où on s'efforce d'être présent aux odeurs, aux atmosphères, à ce qui nous entoure, etc. Mais là, il ne s'efforce pas. Il est présent, justement, parce qu'il est beaucoup moins encombré. Il ressent très fort les atmosphères, il ressent très fort les personnes, il voit le masque, il voit ce qui est au fond de la personne. C'est ça la présence. Elle est très forte quand on a des fois des odeurs qui nous rappellent l'enfance, ça nous projette. L'odeur a cette capacité, c'est la Madeleine de Proust, le goût, l'odeur, de nous ramener et de nous faire sentir ce qu'on a perdu, à quel point on ressentait toutes les atmosphères. Voilà. Ensuite, cette capacité de l'enfant est de l'éveiller, entre guillemets, d'être dans le moment présent. Et ça, il y a quelque chose qui est très caractéristique chez les enfants, vous l'avez tous observé sans doute. L'enfant, admettons, est dans les bras de sa maman, il est tout petit, il regarde quelque chose, j'allais dire à 200%, il regarde, tout son être regarde. On prétend apprendre l'attention aux enfants. Les enfants, ils ont une capacité d'attention totale, que l'adulte n'a plus. Il a la capacité de se concentrer volontairement, mais l'enfant, c'est une éponge, on le sait. Voilà. Donc, il observe à 200%. Il regarde, et puis il passe à autre chose. Et à ce moment-là, c'est page blanche. Il redémarre à zéro. Voilà, ça aussi, c'est une caractéristique très particulière du petit enfant. Et pour moi, c'est un des tests, justement, par rapport à une personne qui se prétend ou qu'on prétend libérer, etc. Et à ce propos, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je faisais le yoga. J'étais gêné par ce petit sourire constant de sérénité des yogis, l'impression qu'ils sont dans une bulle. Bref, c'était mon impression personnelle. Je vais voir Krishnamurti, que j'avais beaucoup lu à l'époque, justement pour voir s'il est comme ça. Et à ce moment-là, je vais vous dire, quelque part, Krishnamurti, ça aurait été barré pour moi. Pour moi, c'est pas la vie. Et j'ai eu le plaisir, ou du moins, le plaisir de voir qu'il n'en était rien. C'était quelqu'un d'extrêmement vibrant et changeant. Il n'était pas toujours comme ça, calme, il pouvait être extrêmement vif, extrêmement virulent, même dans certains cas. Beaucoup de force. C'était pas quelque chose d'égal, d'un petit peu anesthésié. Et puis, et c'est ce qui m'est resté le plus, je crois, il pouvait par exemple aussi raconter une blague. Alors, comment un sage qui raconte? Eh bien oui. Ou bien il pouvait être extrêmement sérieux. Et ça pouvait changer complètement d'un moment à un autre. Par exemple, il racontait une blague, etc. Il était à 100% dedans. Ça s'arrêtait. Hop, page blanche. Ça repartait sur autre chose. Et ça m'a vraiment fait penser au petit enfant dans les bras de sa maman. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Ça peut paraître vraiment anecdotique, et pour moi, c'était le signe que peut-être, je dis bien peut-être, cet homme-là, effectivement, il était libéré de l'ego. Entre parenthèses, quand on lui disait « vous qui êtes libéré de l'ego », il répondait « qu'est-ce que vous en savez ?» Petite parenthèse. Bien, alors tout ça c'est bien beau, donc l'enfant, cette pureté originelle, etc., etc. Bien, mais oui, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, si je pensais pas, non pas, je prétends pas qu'il y a un moyen de retrouver cette âme d'enfant, cette richesse, ce bonheur, mais ce que j'ai pu constater sur moi-même ou sur d'autres personnes, c'est qu'il est possible de retrouver peu ou prou, progressivement, certaines des caractéristiques, ou même toutes les caractéristiques que je viens de citer. Suite à ce travail que je présente sur cette chaîne, donc de nettoyage intérieur, et qui s'appelle Katsuganundo, mouvement régénérateur, et que j'appelle réajustement spontané, parce que c'est l'organisme et le psychisme qui opèrent ce travail eux-mêmes, ce travail de nettoyage. Et à la suite de ce travail, de cette pratique quotidienne, encore une fois, ce n'est pas en 2 séances et 3 stages, mais petit à petit, on constate, et d'une manière surprenante, personnellement, je ne prévoyais pas ça, personne ne m'en avait parlé,
que les caractéristiques que je viens de citer pour l'enfant et qui sont les caractéristiques qu'on donne, qu'on énonce généralement à propos d'être soi-disant éveillé, eh bien, dans la vie de tous les jours, au quotidien, on pouvait en faire l'expérience. Je ne vais pas être trop long, simplement refaire la liste, mais très rapidement, je vous renverrai à des vidéos où je développe beaucoup plus. Premièrement, la spontanéité. Donc là, j'ai fait une vidéo sur la spontanéité, donc c'est facile d'y retourner. Effectivement, ce qu'on rencontre, c'est que cette spontanéité jaillissante de l'enfant, on la retrouve, en partie du moins. La joie de vivre, la joie sans objet. Il ne faut pas être prétentieux. L'ego est toujours là, même s'il occupe moins de place peut-être. Mais donc il y a des moments où, selon les circonstances, eh bien, on est plus ou moins bien dans sa tête. Mais en même temps, on constate qu'on n'est jamais vraiment abattu. Et puis en même temps, donc là aussi j'en parle dans d'autres vidéos, eh bien, il y a cette joie de faire les choses, ce plaisir de faire les choses, et puis cette joie, j'allais dire, de ressentir, de voir la beauté, etc. Toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Hein. Krishnamurti parlait il disait qu'il vivait dans un jardin aux 1000 fleurs. Peut-être qu'il faisait référence à tout ça. Toutes ces sensations. C'est ça la vie. Hein. Donc, pas besoin de grandes choses, etc., pour s'occuper, pour se faire plaisir, etc. Hein. Toutes ces petites choses. Ensuite, l'équanimité. Là, j'en parle dans une vidéo. Je dis comment être plus stable face aux épreuves de la vie. Je crois qu'elle s'intitule, où je montre qu'effectivement, suite à la pratique, il y avait des exemples qui sont incontestables, effectivement, même quand il y a de gros ennuis parfois, enfin des ennuis assez sérieux, hein, au niveau matériel ou bien au niveau affectif, un deuil, etc., eh bien, sans le vouloir et à sa propre surprise, effectivement, on se rend compte qu'on est beaucoup moins ébranlé, voire pas ébranlé du tout. Non-dualité, c'est un terme qui peut paraître très prétentieux, mais en tout cas, très concrètement, on se rend compte, même quelqu'un comme moi qui n'avait pas le contact spécialement facile, eh bien que les autres ne sont plus des étrangers. Hein, on a un contact immédiat, j'allais dire, avec tout le monde. Hein, ce qui peut surprendre parfois l'entourage, quelquefois. Il dit, ah ben tiens, une personne qu'on a rencontrée, je l'ai parlé, et là, quelqu'un de ma famille qui me dit, ah tu le connaissais? Bien non, voilà. La présence à l'extérieur, eh bien, oui, les sensations sont beaucoup plus fortes. Hein, les sensations sont beaucoup plus fortes, donc par rapport aux personnes, hein, ressentir ce qu'il y a au fond des personnes, par rapport aux atmosphères, par rapport à la beauté, à la laideur, etc. Et puis, être dans le moment présent. Alors là encore, il ne s'agit pas de dire ce qui n'est pas, ni d'être prétentieux. Hein, elle ne prétend pas qu'on devient uniquement dans le moment présent, il n'y a pas de mémoire psychologique, etc. Non. Mais quand même, on peut avoir des surprises. Hein, par exemple, les tests de la vie. Une personne avec qui on a eu un différend, on va dire. On la voit après, on se rend compte que ce n'est pas dans notre tête. Quelque part, c'est page blanche. Hein, voilà. Donc, et puis un dernier élément que j'ai oublié tout à l'heure, c'est, je reprends toujours les mots qui sont utilisés dans les traités de, si on peut dire, de libération intérieure, on devient canal. Alors, encore une fois, je n'emploie jamais ce mot à mon propos. L'enfant est canal, si vous voulez, d'une énergie qui n'est pas personnelle. Par exemple, il va avoir le mot juste qui lui sort. Et, à la suite de la pratique, je vous renvoie à la vidéo comment dénouer des situations inextricables, je me souviens plus du titre exact, où, effectivement, on voit qu'à la suite de ce nettoyage intérieur, il peut y avoir une inspiration, c'est-à-dire une intelligence qui passe à travers nous, qui n'est pas notre intelligence propre et qui sait exactement ce qu'il faut faire. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai donné aussi un autre exemple dans ce que j'appelle le Katsugonso, c'est pas moi qui l'appelle, c'est Noguchi, Harushika Noguchi qui l'appelait ainsi,
Katsugon Undo, mouvement régénérateur, donc pratique instinctive. Katsugon So, c'est les techniques instinctives. Je vous en renvoie à la vidéo que j'y ai consacrée. Et du coup, en ce qui me concerne, dans des techniques, au moment où j'accompagne les gens, qui viennent d'elles-mêmes. Là aussi, un peu comme le mot juste de l'enfant, hein, dans une situation, ou bien notre réaction spontanée qui est juste, et là c'est la même chose. Donc sans utiliser encore une fois ce vilain mot de canal. En tout cas, c'est une énergie qui n'est pas la nôtre, qui nous traverse, qui n'est pas des capacités personnelles. Voilà, j'ai fait un tour rapide pour montrer effectivement que sans le vouloir et sans travailler à cela, hein, il y a des tas de pratiques, on travaille pour avoir la compassion, encore une chose que j'ai oubliée, la compassion naturelle, et là, etc., ou toutes les qualités dont je viens de parler, là, ce sont des choses qui réapparaissent. Et elles réapparaissent pourquoi? Parce que c'est notre nature profonde. C'est pour ça qu'elles sont chez le petit enfant. Et nous, il existe un moyen réel, je ne prétends pas, encore une fois, qui va nous permettre de nous délivrer complètement de notre ego, mais en tout cas, de sortir, d'évacuer des tas de choses qui nous encombrent, qui font partie de l'ego, qui constituent l'ego en partie, qui constituent une partie de l'ego, et du coup, de retrouver des caractéristiques de notre nature profonde, de se retrouver peu à peu, ou retrouver le petit enfant qui était en nous. Mais le mot a été tellement galvaudé, l'enfant intérieur, que j'évite de l'utiliser. Voilà. Et puis il y a les tests. Je voudrais finir là-dessus. On peut se raconter des histoires ou on peut se formater. On peut se formater à la compassion par différentes techniques, même sophistiquées, de méditation, ou bien rentrer dans une philosophie de la compassion. Ça finit par devenir une deuxième nature. Mais ce n'est pas notre nature, c'est quelque chose qui est rajouté. Tandis que là, je parle de choses qui réapparaissent spontanément, qui est tout à fait différent. Et du coup, qui ne coupe pas la spontanéité, c'est toujours le test. Et puis l'autre test, c'est justement les petits-enfants et les animaux. Les petits-enfants, je vais vous donner deux exemples qui, personnellement, pour moi, sont très intéressants parce que l'un me concerne, suite à la pratique. Ah ben voilà, il s'est passé ceci par rapport à des enfants. Et l'autre a été vécu par une autre personne qui, elle aussi, est bien rentrée dans la pratique. Et c'est quasiment la même chose qui s'est passée. C'est peut-être pas un hasard. Dans mon cas personnel, je croise dans un supermarché, donc une dame qui a son petit dans les bras. Je le regarde spontanément, hein. Et le petit dit à sa maman, « Maman, le monsieur, je le connais. » Ah. La personne dont j'ai parlé, hein, qui elle aussi avait pratiqué depuis un certain nombre d'années, elle rencontre un enfant, elle croise un enfant, l'enfant se retourne, s'arrête, l'interpelle et il lui dit « Quand j'étais petit ou petite, je ne me souviens plus, je te connais. » Cette phrase est magnifique. « Quand j'étais petite, je te connais. » La même expression. Hein, voilà. Même chose pour les animaux. On dit un maître zen après qui un chien aboie n'est pas un maître zen. Donc si les animaux nous fuient ou si les enfants, les petits-enfants nous fuient, là, quelqu'un qui est dans ce cas-là, on ne me fera jamais croire qu'il est libéré, etc. Et à l'inverse, si les animaux viennent vers nous, là, je dirais c'est plutôt bon signe. Ça me rappelle aussi un petit épisode que j'ai connu et qui pour moi était très important. Un jour, j'étais au bord d'un champ où il y avait des chevaux. Je les avais jamais vus. Et au bout d'un moment, il y en a un qui est venu, ils sont venus. Et il y en a un qui a posé sa tête sur mon épaule, il est resté 5 minutes. Ah, pour moi, c'était quelque chose, peut-être que pour les autres personnes, ça ne veut rien dire, c'est le hasard. Pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Et pour terminer, c'est toujours pour mon cas personnel, mon petit cas personnel, mais qui ne s'applique pas heureusement simplement à moi, sinon ça serait complètement stérile et narcissique. Un jour, quelqu'un me demande si j'ai un diplôme pour enseigner le mouvement régénérateur.
Et en fait, mon diplôme, c'est peut-être le cheval qui a posé sa tête. Ou bien l'enfant qui me dit « je le connais ». Et puis il y en a un autre, c'est que un jour, je faisais un stage à Grenoble, la fenêtre était ouverte, c'était entre deux séances. Il y a une maman qui passe avec son petit dans les bras, ou à côté d'elle, je ne me souviens plus, mais enfin, il voyait par la fenêtre. Le petit s'arrête, sa maman s'arrête, et il dit « Maman, je veux aller là ». J'ai dit aux participants au stage, j'ai dit « On peut continuer ». Voilà, ça sera mon mot de la fin. J'espère que vous pourrez tirer profit de cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et vous donne rendez-vous à une autre fois si vous le souhaitez.